Bonjour à tous, l'heure des pros, voici le sommaire. Ce matin, existe-t-il une vie après avoir marché sur la Lune, après avoir quitté l'Elysée, après avoir présenté le journal de 20 heures? Il est des vitrines si lumineuses qu'il est parfois difficile d'aller vivre à l'ombre. David Pujadas a présenté hier soir son dernier journal de 20 heures sur France 2. Il est peut-être l'ultime avatar de cette lignée d'hommes troncs qui entrait chez vous au moment du dîner et qui devenait avec le temps une icône, une star, un ami. Nous serons en ligne dans quelques secondes avec Patrick Poivre d'Arvor. Trump est-il dangereux? Sans doute. Trump est-il fou? Peut-être. Ce sont toujours les mêmes questions qui viennent à l'esprit dès qu'on parle du président des États-Unis. Après l'audition de James Comey, ex-directeur du FBI, limogé par Trump, entendu hier devant le Sénat américain, une question demeure. Trump a-t-il demandé à Comey d'étouffer l'enquête sur l'ancien conseiller en sécurité nationale du président, Michael Flynn, se rendant ainsi coupable d'obstruction à la justice? Si oui, une procédure d'impeachment est possible. Et pour parler de ces sujets autour de la table, heureux d'accueillir pour la première fois ici Karine Bécard. Vous êtes journaliste politique à France Inter. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Sylvain Sipel, journaliste spécialisé des États-Unis, auteur de Un nouveau rêve américain. Et vous travaillez à la revue America. C'est bien ça? Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France Amérique. Bonjour. Bonjour. Et Clément Viktorovitch, spécialiste de rhétorique, professeur à sciences politiques et spécialiste de l'éthos. E-T-H-O-S. L'éthos, c'est l'image qu'on donne de soi. Pour Trump, il y aura sûrement beaucoup de choses à dire. Mais Patrick Poivre d'Arvor est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Pascal. Heureux d'être avec vous. Hier soir, David Pujadas a fermé l'antenne avec son dernier journal, la présentation du 20h. Est-ce que vous l'avez regardé ? Non, parce que je ne regarde plus le journal depuis 9 ans, mais j'ai regardé en différé quand même les 3-4 dernières minutes, qui étaient très dignes de David, parce que ça m'a rappelé quelques souvenirs, voilà, et pas uniquement les miens d'ailleurs, mais ceux de Claire Chazal et de quelques autres. Est-ce que vous diriez que c'est difficile de passer de cette place particulière? Vous avez été sans doute la plus grande star, Patrick, du journal de 20 heures des 30 ou 40 dernières années. Vous aviez un lien particulier forcément avec le public. Ça va également avec une vie de très grande notoriété, les couvertures des magazines, etc. Est-ce que de passer de cette place-là à une place qui n'est plus sous la lumière, est-ce que ça vous avait perturbé ? Très franchement, sur le moment, bon, j'avais pas aimé les conditions de mon éviction parce qu'elle était politique et que je l'avais trouvé injuste et que les téléspectateurs l'avaient fait savoir. Mais pour le reste, très franchement, vraiment, beaucoup de bonheur depuis. Et c'est ce que j'ai dit à David dans le dernier petit texto que j'ai échangé. On s'est envoyé des petits SMS quelques minutes avant son journal. C'est la possibilité d'une renaissance, de choses très différentes, et notamment la fameuse lumière que vous évoquiez tout à l'heure. En fait, c'est une surexposition. À un moment donné, ça devient insupportable. C'est les couvertures des magazines, je vous assure qu'on ne les recherche pas. Et à un moment donné où on en a par-dessus la tête, d'être suivi parce qu'il y a les paparazzis, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il faut savoir qu'on est regardé par évidemment les téléspectateurs, les confrères, les gens de la rédaction avec qui on travaille en permanence, les politiques, le CSA, etc., etc. Ça fait beaucoup d'étau. Et après, on peut y trouver tout d'un coup une sorte de soulagement, et je pense que c'est ce qui va arriver à David. Et puis surtout, il y a un champ des possibles à explorer qui est magnifique. Je le lui souhaite. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un film, mettre en scène des opéras, travailler aujourd'hui sur CNews, travailler donc, tous les soirs sur... Après le 20h, c'est évidemment. Mais pardonnez-moi de poser une question un peu triviale, Patrick, mais est-ce que le regard des autres change? Parce que forcément, vous n'êtes plus le présentateur de 20h. Donc, oui. Est-ce qu'on vous donne... Et voilà, est-ce que ça change les rapports avec les uns et les autres? Le regard des autres change dans la mesure où ce sont des autres qui, au fond... méritaient pas qu'on les regarde, ou en tout cas qui ne sont pas... Il y a des gens qui, en effet, se sont moins bien comportés parce que vous ne leur servez plus. Bon, ça c'est une chose. Vos amis restent vos amis. Au contraire, ils se rapprochent de vous. Vous avez des bonnes surprises. Vous en avez des moins bonnes. Vous avez des grosses déceptions de gens qui, voilà, bon, que vous aviez aidé, puis qui d'un coup vous ignorent.
Mais globalement, c'est pas la fin du monde. Il y a tellement de vos téléspectateurs qui ont perdu leur emploi pendant ce temps-là. Il n'y a pas à pleurer sur le lait perdu parce que on perd un beau fauteuil doré. Non, on est simplement passionné par son métier et que sur le moment, quand on vous débranche la perfusion, c'est un peu difficile parce qu'on a fait ça tout le temps. Moi, j'ai fait ça 29 ans dans ma vie, notamment 8 ans sur la 2 et 21 sur la 1. Voilà, c'est un moment un petit peu difficile, mais pour le reste, bon, vous savez, c'est jamais que les petites mésaventures de la vie. On apprend beaucoup de ces moments-là, et moi, je sais que je suis très heureux. Claire Chazal aussi, et d'autres le sont, donc ça va. Eh bien, écoutez, merci d'être passé. Dépression post-traumatique pour David, j'en suis sûr. Bon, merci en tout cas d'être passé par ce matin à l'heure des pros, et ce soir on vous retrouve dans l'émission Plus de recul avec Virginie Chomiki, avec l'ami Rachid Arabe, voilà, pour décrypter, commenter, analyser cette actualité. Merci Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce qu'aux États-Unis il y a aujourd'hui l'équivalent du Dan Rather, de celui qui était... Est-ce qu'aujourd'hui encore il y a cette... Un éclatement total. Oui. C'est-à-dire les meilleures chaînes généralistes font du 2,5-3%. Ouais. 3 points par jour, quoi. C'est ça qu'ils font, quoi. Quand on fait 2,5, on est content. Si vous voulez, vous avez des 100... La plupart des gens aux États-Unis regardent les télévisions locales, ne regardent pas les télévisions... Mais donc il n'y a plus le Dan Rather... Non, mais il faut comprendre un truc. Les États-Unis, c'est pas seulement un État, c'est un continent. Oui. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, on vit dans l'Illinois, on vit en Oklahoma. Après, les États-Unis, c'est très très grand. La plupart des gens n'ont jamais été... C'est un peu comme si on disait, est-ce que nous, on ne regarde pas les télévisions espagnoles, italiennes, norvégiennes? Non, mais Jimmy Fallon, par exemple, est-ce que c'est une star dans tout le pays? Oui, ou Jimmy Fallon, on peut dire c'est uniquement à New York. Non, alors, ça, c'est différent. Ouais. Jimmy Fallon, des gens comme ça... C'est les late shows qui sont toujours à la frontière, d'ailleurs. John Stewart, par exemple, pour la gauche américaine, c'était l'idole, etc., tant qu'il a eu son programme. Et de la même façon, Jimmy Fallon, c'est quelqu'un qui est suivi. Ça, ce sont c'est les nouvelles stars, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est à la fois... Il n'y a pas d'info, il y a une part d'info, mais c'est du show business, quoi. Oui, mais il y a quand même une manière de faire passer des informations. C'est peut-être beaucoup moins une question... Jean-Claude Beaujour. Beaucoup moins peut-être une question de région qu'une question de nature de l'émission. Si on prend les grandes émissions d'Oprah Whitney, elle est nationalement connue parce que la nature même de l'émission fait que c'est l'ensemble des États-Unis qui sont concernés. Alors que par ailleurs, on est vraiment dans du régionalisme en quelque sorte. Moi j'ai évoqué l'anchorman, c'est-à-dire le présentateur des informations. Oui. Ça a disparu. Depuis Rather, c'est fini, quoi. Depuis Dan Rather, c'est fini. D'accord. Et avant, il y avait Walter Cronkite. Il y a eu Walter Cronkite. Il y a une image très très célèbre de Walter Cronkite quand il annonce la mort de John Kennedy et qu'il a ses lunettes et qu'il les enlève et qu'il verse, alors je ne sais pas s'il verse une larme, mais en tout cas où toute l'Amérique, mais bon, c'est une image très... Et ces gens-là, effectivement, bon, alors c'était une autre télévision. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être la fin aussi d'un modèle de télévision avec un présentateur. Il y avait moins de chaînes aussi. Ah bah oui, bah non, mais ça... Il y avait une chaîne, 3 chaînes. À qui le dites-vous? Chers amis, à qui le dites-vous? Non, mais dans la politique, on est quand même dans une forme de dégagisme. Oui. Peut-être que dans les médias, on va devenir plus zappeur aussi, c'est-à-dire qu'on va plus avoir envie de ces stars qui s'installent pendant 15 ans, 20 ans sur un rendez-vous, et qu'on va avoir envie de voir des visages changer, de mettre des jeunes, entre guillemets, je veux dire des non-connus, parce qu'on n'est pas forcément des jeunes, voilà, sur le devant, parce que malgré tout, ils ont aussi beaucoup de talent. Je suis d'accord avec vous, les jeunes ont beaucoup de talent. Mais ce qui est drôle... Non, mais par jeune, je veux dire non connu, jeune dans le métier. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous et que le dégagisme... Vous fûtes jeune un jour. Mais bien sûr, là où vous avez parfaitement raison, c'est que le dégagisme va peut-être contaminer toute la société française. Vous avez sans doute raison. Chez les avocats, pourquoi pas, chez les journalistes, dans le secteur privé, on a de jeunes cadres dirigeants qui arrivent comme ça en responsabilité, là où il fallait attendre 55-60 ans. Il y en a qui deviennent président de la République. Non, mais c'est pour ça. voilà, D'accord. Alors, il y a un domaine quand même où visiblement le dégagisme n'existe pas, et c'est formidable, c'est quand tu es artiste. Parce que Johnny Hallyday, Les Vieilles Canailles, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, etc. Il y a Charles Aznavour est sur scène, Guy Bedos, j'ai vu, va remonter sur scène. Combien d'artistes? Ça joue pour une dizaine d'artistes. Bon. Moi, je ne connais plus les artistes qu'aiment mes enfants, par exemple. Oui, mais ça a toujours été... Il y a toujours eu querelle de génération. Je veux dire, moi, mes parents, je vous assure, ils n'écoutaient pas parce que... Il y a toujours eu plus ou moins ça. On va terminer sur le 20h. Je pense quand même juste aussi que là, quand on parle d'art, on parle d'émotion. Oui. Et la nostalgie
existe, le spleen existe, Ouais. donc on peut avoir envie effectivement de se tourner vers des anciens, enfin vers certaines personnes qui ont des très grandes carrières, tout en aimant découvrir des gens qu'on ne connaît pas encore, ou très peu. Bon, vous qui venez dans ces médias, vous devez vous dire, mais vous vous rendez compte, Mon vous Dieu. parlez, il y a des milliers de choses importantes en France, il y a des gens qui perdent leur emploi, et vous restez pendant quelques minutes sur un présentateur de 20 heures qui s'en va, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a affiche? Je vois ça dans votre œil, Clément Viktorovitch. Un petit peu. C'est vrai que l'actualité est d'une densité incroyable et à cet égard, le départ de David Pujadas, est-ce que c'est majeur, fondamental? Non, je ne le crois pas. À titre personnel, je n'en suis pas ému. J'en suis touché comme tout le monde, évidemment. Moi, c'est le présentateur de mon enfance, David Pujadas. Donc je suis touché. Là, on n'a pas eu la même enfance au même moment, parce que moi, j'étais en cours avec lui. Donc... Mais il y avait une forme de patrimonialisation du journal de 20 heures, comme il y a toujours eu. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vous parliez des artistes, mais un artiste, c'est un acte de liberté, de création individuelle, alors que là, on parle de personnes qui ont une position économique, de pouvoir. Donc je trouve que c'est normal que les responsabilités tournent. Voilà. C'est le fil de la vie. Vous avez raison. Vous verrez quand vous aurez 50 ans. On va écouter Laurence Ferrari, parce que Laurence a été exposée également. Elle a présenté le 20h. Et comme toujours, Laurence, elle en parle très très bien. Dans tous les cas de figure, arrêter le 20h, c'est comme arrêter de la drogue dure. Donc il y a un petit moment derrière, il faut se désaccoutumer. Physiologiquement, pendant des mois, moi, à 20h, je ressentais le moment du générique, enfin un tout petit peu avant 20h. Donc il y a une petite période où c'est pas simple derrière, il faut se désaccoutumer. L'idée évidemment c'est d'avoir un projet derrière, c'est tout de suite se projeter dans un autre avenir professionnel et je suis sûre que c'est ce qu'il va faire. C'est évident que cette lumière du 20h elle est très crue et qu'il faut savoir gérer l'après, le moment où les lumières s'éteignent et où voilà, on retourne à une exposition plus normale parce qu'il faut rappeler quand même qu'être exposé tous les soirs devant des millions de téléspectateurs ce n'est pas normal. Hein. Donc il faut juste retrouver un autre rythme, un rythme biologique, physiologique, faire en sorte que les journées se déroulent différemment, mais c'est sûr qu'il faut se préparer. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur le retrait de David Pujadas. On va parler maintenant de Donald Trump. Et alors, mais d'un autre côté, il y a toujours une mise en scène, il y a un côté spectaculaire. Les médias américains, hier, qualifiaient cela de Super Bowl de Washington. Paraît-il que les gens allaient dans les bars pour voir ce qui s'est passé, l'audition de James Comey. Comment dire, il n'y a que les États-Unis qui sont capables de créer une star en 48 heures, un type que personne au monde ne connaissait. Et hier, on était dans un film d'Oliver Stone. On était en train de regarder cette déposition avec le costume, la cravate. Vraiment, on était dans un film d'Oliver Stone. J'arrive en 2007 aux États-Unis, oui. Comme correspondant du Monde. Et vraiment, une toute première chose qui me frappe, c'est cet extraordinaire spectacle que sont les commissions d'enquête parlementaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas en France. Ouais. Et on a l'impression, dans un premier temps, que c'est absolument génial, quoi. C'est la démocratie à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on prend un ministre, on prend un très grand patron et on le cuisine, mais alors on ne le lâche pas. Et ça prend du temps pour comprendre que, pour une grande part, c'est aussi un théâtre d'ombre. C'est-à-dire que quand on regarde ensuite, quel est le bilan de tous ces grands shows, de tous ces grands spectacles qui effectivement, moi j'ai vu le patron de Goldman Sachs, le patron de Apple être cuisiné mais des heures durant, et on se dit mais ils vont pas le lâcher, c'est pas possible quoi. Et finalement, quelles sont les conséquences généralement? Il y en a un petit peu 3 ans, 4 ans après, il y a une loi qui sort, ça sert à quelque chose, mais franchement c'est beaucoup de spectacles pour un résultat relativement faible. Ça c'est la première chose qu'on peut dire. Alors effectivement, quelqu'un devient une vedette. Si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un aux États-Unis comment s'appelle le patron de Goldman Sachs, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas 1% des gens qui connaissent son nom. Bon. Mais en revanche, pendant 48 heures, le type devient la star planétaire parce qu'on ne parle que de ça. Bon, alors moi j'ai des questions très précises à vous poser parce que j'ai l'impression que les gens, comme toujours, ne comprennent pas grand-chose. Parce que c'est très compliqué, effectivement. Quand on parle d'ingérence russe dans la présidentielle, parce que c'est ça, on accuse Trump de cela, nous sommes d'accord. Bon, ingérence russe dans la présidentielle, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que on soupçonne des hackers russes avec l'aval du pouvoir de Moscou d'avoir fourni à Wikileaks une série de emails, non pas dans le dernier cas d'Hillary Clinton, mais de sa principale collaboratrice,
Et ces emails auraient été supposés... On fait l'ouverture d'une nouvelle enquête qui a été annoncée par le même Comey 10 jours avant le scrutin. Ça a été un coup de massue. Pour tout ça, pour dire 4 jours avant, le scrutin, finalement, il n'y avait rien dedans. On ferme le dossier. Pardonnez-moi de dire comme ça, mais c'est même pas très clair ce que vous dites. Ah, alors... Vous voyez, je vais essayer de... je me mets à la place des gens. On dit... Et on ne comprend pas surtout la gravité. Trump et l'équipe de Trump non seulement étaient au courant, mais ont coopéré et collaboré afin de faciliter et de bénéficier des conséquences de cette mise au jour de ces emails. En fait, il y aurait eu discussion, au moins en tout cas de manière passive, entre les équipes de Trump et des responsables russes, au détriment des intérêts des États-Unis. Et c'est cela, pour caricaturer, et c'est cela qui est grandement contestable sur le principe effectivement de politique, on dit ingérence. Et puis derrière la question, c'est est-ce que les équipes ayant été en contact, est-ce que Trump lui-même est concerné? Est-ce qu'il a donné des instructions? Et l'un de ses principaux conseillers, est-ce qu'il est impliqué? Parce que c'est celui qui est au cœur, Michael. Voilà. Absolument, Flynn. Est-ce qu'il est concerné? Est-ce qu'il a eu une action concrète? Et deuxièmement, première chose, donc le fait que le principal conseiller pour les affaires internationales et stratégiques du président soit mêlé à cette affaire, c'est pour les États-Unis d'une gravité sans précédent. Deuxième élément, est-ce que le président lui-même aurait demandé au directeur du FBI de l'époque, donc Comey, lui aurait demandé d'arrêter, d'interrompre ou de ralentir une enquête, ce qui est un crime aux États-Unis. L'ingérence est un crime, en tout cas l'obstruction à la justice est un crime aux États-Unis. Alors, pour que les choses soient claires, hier, James Comey, il est entendu par le Sénat, c'est une commission. Pourquoi lui est-il entendu précisément? Il n'est pas accusé, lui. Non, il n'est accusé de rien. Il a été limogé par absolument. le président, mais pourquoi le Sénat veut-il l'entendre? Il veut l'entendre. Et après, on verra le sujet. Parce que, c'est lui qui a mis au jour ces emails et donc le matériau sur lequel porte l'enquête. Deuxièmement, il a été, si je peux me permettre l'expression, viré comme un malpropre par Donald Trump. Et il y a des minorités importantes, y compris au Sénat, et donc une minorité peut demander la convocation d'une commission d'enquête. Et donc on veut comprendre pourquoi, ça a fait un scandale aux États-Unis, surtout que Trump, à un moment, a dit clairement que c'était lié à l'affaire de l'ingérence russe dans les élections américaines. Alors, pardonnez-moi de faire le b.a.-ba et de la genèse, mais j'ai le sentiment que, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment très important. On voit le sujet d'abord, ou vous voulez rajouter un mot peut-être? Non, mais précision, c'est le directeur du FBI qui mène une enquête. Voilà. Deuxièmement, le président et le directeur du FBI, implicitement, dit le président m'aurait demandé d'arrêter mon enquête. Et c'est pour cette raison qu'on l'enquête. Alors, mais il ne le dit pas comme ça. C'est ça le problème, c'est qu'il le dit pas comme vous dites. Derrière, il le dit. Il dit le président m'a suggéré, et dans le contexte, et je ne vois pas pourquoi. Je suis d'accord. Etc. Il est quasiment très implicite. Quasiment explicite. Alors c'est justement parce que moi... Vous avez raison de coincer là, parce que hier, c'était très drôle de suivre cette commission. Ils ont passé leur temps à essayer d'expliciter ce que signifiait le mot « espérer ». Voilà, Donald Trump espérait que, etc. Mais je corrigerai, les Républicains ont essayé d'utiliser ce terme je suis pour d'accord dire avec il y a débat. Voilà, on marque juste une pause, et c'est passionnant parce que enfin, on est en train, grâce à vous, d'essayer de comprendre. La pause. On verra pourquoi le mot « espérer ». Autour de la table avec Karine Bécard, journaliste politique à France Inter. Nous sommes avec Sylvain Sipel, qui est spécialiste des États-Unis. Je rappelle que vous travaillez à la revue America avec Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France Amérique, et avec notre ami Clément Viktorovitch. Nous sommes sur le dossier Trump. On essaye de comprendre pourquoi, précisément hier, James Comey était devant la commission du renseignement du Sénat. Vous voyez le sujet, vous voyez ce qu'il a dit. C'est dans une salle comble au Sénat que James Comey, ancien chef du FBI, limogé par le président américain, s'est exprimé. Il m'a demandé ma loyauté implicitement pour être maintenu à mon poste.
James Comey a donné plus de détails sur la demande de Donald Trump d'abandonner l'enquête visant son fidèle, le général Michael Flynn, ex-conseiller à la sécurité nationale. Ce dernier était visé par une enquête du FBI pour n'avoir pas tout révélé de ses discussions avec l'ambassadeur russe à Washington. À la question « Donald Trump vous a-t-il explicitement demandé en 2016 d'abandonner ses investigations ?», James Comey a répondu par la négative, mais a nuancé ensuite. Je l'ai compris comme une instruction. Quand vous êtes seul avec le président des États-Unis, qu'il vous dit « j'espère que », je l'ai pris comme ce qu'il voulait que je fasse. Je ne lui ai pas obéi, mais c'est comme ça que je l'ai pris. Face à lui, une quinzaine de sénateurs l'ont questionné. L'un d'entre eux lui a demandé s'il avait le moindre doute sur l'implication de la Russie dans l'élection présidentielle américaine. Voici sa réponse. Aucun. Avez-vous le moindre doute que la Russie soit responsable des intrusions dans le système informatique et des fuites? Non, aucun doute. En ce qui concerne son limogeage par le président américain, certains sénateurs n'étaient pas avares de commentaires. Le timing de votre renvoi sent mauvais. Donald Trump a répondu n'avoir jamais demandé la loyauté de James Comey. L'avocat personnel du président a évoqué par ailleurs d'éventuelles poursuites contre l'ex-patron du FBI. Karine Becker, au nom de la séparation des pouvoirs, le président des États-Unis n'a pas le droit de demander au directeur du FBI de infléchir ou non une enquête. Nous sommes d'accord. On est parfaitement d'accord. Ça serait la même chose en France, pour le coup. Il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir judiciaire. Mais là, ce qui est amusant, et on le comprend très bien à travers ce sujet, c'est qu'on est vraiment dans parole contre parole. Ah oui. Chacun a donné sa version des faits. Ils étaient tous les deux tout seuls dans un bureau. Et aujourd'hui, chacun raconte sa version. Et donc, comme vous disiez très bien au début, elles sont magnifiques, ces grandes commissions. Moi, elles m'ont bluffé hier. Je me suis dit, journaliste politique en France, je rêverais de pouvoir, je rêverais de pouvoir entendre certains politiques interroger de cette façon-là, et en même temps, énorme déception à la fin de ma journée, parce que finalement, je me dis, on était, non mais le matin, on était je quand même suis d'accord avec vous, justement, je suis à 100% d'accord avec vous, et je regrette que ce matin, je ne lise pas ça dans la presse. Dans cette audition, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais à l'arrivée, il n'y a rien. Il n'y a pas une révélation fracassante. Vous avez tort. Mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas. Jean-Claude Beaujour. Oui, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut garder à l'esprit que cette commission, c'est une première étape. Derrière, s'il y a impeachment et s'il y a une mise en accusation... Il ne peut pas y avoir impeachment avec le peu qu'on est vu. Non, mais on est d'accord, je l'ai dit hier. Non, mais sur ce qu'il dit hier, qu'est-ce qu'il dit ? Mais il dit les faits. Il commence par dire voilà ce que m'a dit le président. Il dit sa version des faits. Absolument. Il faut pas. N'oublions pas qu'il s'agit certes d'une commission parlementaire. Il y a une dimension politique, mais derrière la culture qu'il y a derrière, c'est s'il y a un procès, parce que cette commission pourrait, le Sénat pourrait entendre effectivement Monsieur Comey comme dans le cadre d'une procédure d'impeachment. S'il y a procès, on sera dans un processus de droit commun et des avocats vont venir interroger, vont effectivement regarder les faits, vont dire est-ce que ça correspond à un c'est crime. parole contre parole, Oui, ça se passe dans un bureau avec... c'est ça qui est... Comment voulez-vous... c'est comme dans tous les cas, les juges qui vont se transformer en juges, le cas échéant, vont regarder s'il y a un faisceau d'indices. Et il le dit bien comme il le dit bien. Il dit, il ne m'a pas dit explicitement, mais un faisceau d'indices font penser que j'ai subi une certaine pression. Sylvain Sipel, votre analyse sur hier. Oui, sur hier, il y a une chose qu'on oublie, c'est que les auditions continuent. Et elles continuent à huis clos. Alors, à huis clos, là, des choses vont se dire qui n'ont pas été dites en public hier. Et deuxièmement, je pense que c'est très important. Alors, pourquoi cette procédure à huis clos? Laissez-moi juste finir sur le deuxième point qui me semble vraiment important. C'est qu'il y a un point sur lequel Comey a insisté. Il a dit « Toutes mes notes, je les ai remises à Mueller ». Mueller, c'est le type qui a été nommé pour diriger l'enquête sur l'affaire des leaks, donc des divulgations des emails et des hackers russes. Donc, lui, FBI, c'est l'ancien patron du FBI, c'est le prédécesseur au FBI. Donc, il est considéré comme le parangon de vertu, etc. C'est l'homme libre sur lequel il n'y aura aucune pression. Il dit, j'ai tout remis à ce monsieur. C'est une manière de dire, si quelqu'un doit dire qu'il y a eu pression de la part du président, c'est à lui de le faire. Oui, mais ce sont c'est les notes de Comey. C'est les notes de Comey sur son rendez-vous. Mais elles sont forcément... C'est ses notes à lui, vous voyez ce que je veux dire? On peut dire qu'il les a inventées. Sauf que Trump les a confirmées.
et que son avocat, très intelligemment hier, a dit non, il n'a pas dit la phrase que tout le monde impute. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire, il n'a pas dit faites-moi plaisir, oubliez un petit peu la Flynn. D'ailleurs, on va l'écouter, l'avocat, et après je vous donne la parole, Jean-Claude Beaujour. On écoute l'avocat. Parce que là, de il Trump. sait que pour Trump, le fait qu'il l'ait reconnu, c'est catastrophique. Il a reconnu. Il a reconnu l'avoir dit, oui. D'accord. Bon. Il a reconnu de l'avoir dit ou il a reconnu de pas l'avoir dit? Je comprends pas. C'est l'avocat qui dit qu'il ne l'a pas dit. Son avocat. Donc Trump dit j'ai reconnu. Oui, Trump et a admis. l'avocat dit le contraire. Mais il l'a pas dit de manière officielle. En fait, tous les républicains ont dit, mais il a simplement dit une phrase banale. J'espère que. Mais espérer, on espère que. Écoutez la défense de l'avocat, mais c'est vraiment. Alors, c'est JFK d'Oliver Stone. Hein. Écoutons. Le président n'a jamais suggéré à James Comey de laisser M. Flynn tranquille. Donald Trump a pourtant avoué savoir que M. Flynn était un gars bien et qu'il avait pas mal souffert. Le président se sent complètement blanchi. Le nuage de suspicion a été dissipé. Parole d'avocat, forcément, voilà. et avocat de Trump. Jean-Claude Beaujour. Effectivement, si je dis qu'on n'est pas surpris, hier on ne s'attendait pas à ce que Comey nous dise le président m'a demandé explicitement. Effectivement, Donald Trump est quand même un homme très intelligent. Il n'aurait jamais dit au directeur du FBI, je vous demande d'arrêter. Donc effectivement, on sait très bien que tout va porter sur l'interprétation de son propos, où il dit cessez de l'embêter. Et je vais vous dire ce que Trump, et c'est un peu ce que fait son avocat, il dit c'est un homme qui a beaucoup souffert. Donc en fait, Trump va simplement prendre à témoin dans les semaines qui viennent le peuple américain à témoin en disant voici un homme qui a beaucoup souffert. Moi j'ai dit cette phrase, et cette phrase je n'avais pas l'intention, je n'ai jamais eu l'intention, ça sera sa ligne de défense, de dire d'arrêter l'enquête. C'est ce qu'il fera. Je peux faire un rappel? Non, allez, juste en deux phrases. Vous vous rappelez Rainbow Warrior? Oui. Jamais Mitterrand n'a dit allez couler le Rainbow Warrior. Ouais. Oui. Il a dit occupez-vous de ça. Voilà. Et en droit, ça a son importance. Occupez-vous-en. Politiquement, on a considéré que le gouvernement français était responsable. En droit, vous n'auriez effectivement pas pu aller très loin contre François Mitterrand. Et là, je suis d'accord, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire, en on droit, est dans parole contre parole, il ne va pas se passer grand-chose. Et je trouve que c'est assez intéressant ce qu'on a vu à la commission. On a vu une équipée de sénateurs républicains qui ont tout fait pour protéger N'oubliez pas que les sénateurs le président n'est pas seul. Et donc, cette procédure d'impeachment que les démocrates, ils en rêvent depuis que Donald Trump a été élu, elle n'est pas là encore. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait le début. Bien sûr, mais gardez notre discussion ce matin parce que j'ai l'impression de pas l'entendre sur tous les plateaux. Gardez à l'esprit que les membres de la commission, pour un certain nombre, je pense à Flinch, etc., sont des juristes chevronnés, sont d'anciens procureurs. Donc ils savent très bien, ils ont en tête et ils ont une mécanique de construction judiciaire du dossier. Clément Viktorovitch, analyse. Le débat qu'on a ici, c'est un débat éminemment discursif. Oui. C'est que qu'est-ce qui est au cœur de la polémique? C'est un concept en analyse du discours qu'on appelle l'implicite. Qu'est-ce que c'est l'implicite de manière discursive? C'est faire comprendre quelque chose sans le dire explicitement. Donc là, c'est exactement ce que dit James Comey. On lui demande, mais est-ce qu'il vous a dit explicitement d'abandonner l'affaire? Non, mais il m'a dit, je souhaite que vous puissiez le laisser tranquille, et moi j'ai interprété ça comme on me demande de laisser tomber l'enquête. Il y a un mot qui est très clair d'Oswald Ducrot, qui est un grand linguiste français. Oswald Ducrot disait à propos de l'implicite, c'est une manière de bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. J'ai l'efficacité de la parole parce que j'ai fait comprendre mon message, mais j'ai l'innocence du silence. Si on m'amène devant un tribunal, je peux dénier avoir dit quoi que ce soit. C'est vrai aussi dans l'entreprise, j'ai envie de vous dire. Absolument. Dans l'entreprise, c'est des comportements très classiques. D'autant que Trump est avec le ministre de la Justice Sessions et son conseiller Jared Kushner, et il leur demande, voulez-vous bien sortir s'il vous plaît? Ils sortent et à ce moment-là, il dit ce qu'il a à dire à Comey. Alors après, il faut quand même juste dire, non mais j'ai trouvé ça très brillant ce que vous avez dit, je suis parfaitement d'accord avec vous. Simplement, je trouve que, souvenons-nous quand même du niveau de langage de Donald Trump. Vous connaissez ça sans doute. Voilà, sans doute bien mieux que moi, parce que moi, je ne l'observe pas quotidiennement, Donald Trump, mais c'est quand même quelqu'un, quand on lit justement les propos de Comey, qui parle mon gars, il ne fallait pas lâcher le gars Flynn. Oui. Donc, la subtilité du langage qu'il va falloir analyser là, à travers le discours pas très élaboré de Donald Trump... dont on aura en plus aucune preuve par définition. Bon, j'ai d'autres questions à vous poser. Justement, son discours, il est assez élaboré. C'est-à-dire que précisément, quand on regarde chez Comey, alors certes, il y a peu de mots, certes, il parle un peu
un peu, voilà, mais il a bien pris soin de ne pas pouvoir être attaqué. Donc moi je trouve que derrière l'apparence d'un langage simple, il a fait très attention. Jean-Claude Beaujour, vous trouvez que Trump est remarquablement intelligent? Vous êtes une des rares personnes qui dit ça sur les plateaux de télévision. Je ne suis pas son défenseur, mais je trouve qu'on est excessif en le prenant pour un idiot. Oui. Il a une intelligence politique, il a une intelligence... Non, mais bien sûr, mais il a une intelligence politique, il sait faire passer un certain nombre de messages, et lui, il a en tête, je suis bulldozer, c'est comme ça qu'il fonctionne, et en même temps, il sait très bien qu'on ne peut pas, comme ça, interrompre une enquête, donc il fait exactement ce qu'il fait, il est dans l'implicite, et s'il y a un problème, il sait qu'il sera hors d'atteinte. On va essayer de savoir comment ça peut évoluer, forcément, et pourquoi pas l'impeachment, point d'interrogation. J'observe quand même que Comey a refusé plusieurs questions, je ne peux pas répondre, a-t-il dit publiquement, et même mutisme sur des documents salaces, Moscou pourrait faire chanter Trump. Ces questions ont été posées également, et quand on dit salace, c'est sexuel. On est d'accord. L'idée, c'est qu'il y a des vidéos de Trump en situation compromettante. Voilà. Et donc lui, il n'a pas dit ça n'existe pas, il a dit je ne peux pas répondre publiquement. Voilà. Donc là encore, c'est implicite qu'on comprend qu'il y a peut-être des documents ou des vidéos. On comprend qu'il ne veut pas répondre. Il a peut-être répondu à... Non, mais il a peut-être répondu à huis clos. Bon, alors on le saura pas ce matin en tout cas. Bon, Sylvain Sipel, une fois qu'on a bien posé le débat, comment ça peut évoluer? Votre sentiment? C'est la question à 1000 balles, là. Bah oui, non, mais c'est ça qu'on attend de vous. Sérieusement. Parce que, au fond, après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est tout ça pour ça, il se passera rien. Voilà, parole contre parole, c'est un coup d'épée dans l'eau, etc. Ou au contraire, on va vers une... Il y a deux aspects à la question. Il y a deux aspects. Quelle est votre analyse, votre intuition? Alors, mon analyse est la suivante. Je pense quand même que les démocrates vont essentiellement aller vers ce qu'ils veulent. Pour l'instant, ils ne veulent pas de procédure d'impeachment. En revanche, ils veulent gagner les élections de 2018. Ils ne peuvent pas gagner le Sénat. Parce que, vous savez, à chaque fois, c'est un tiers du Sénat est renouvelé. Et ce tiers-là, c'est une immense majorité de démocrates. Donc, ils ont très peu de postes à gagner. Il y a 8 républicains qui se représentent. Il leur en faudrait 4 pour avoir une majorité. C'est la moitié des républicains qui perdent. C'est très difficilement envisageable. En revanche, ils peuvent espérer, et ils travaillent là-dessus, gagner la Chambre. S'ils gagnent la Chambre, ça modifie tout. Je vous rappelle que les républicains ont bloqué toute la politique Obama en ne tenant que la Chambre. Et donc, s'ils gagnent la Chambre, c'est pas acquis. Mais c'est ça qu'ils visent. C'est ça qu'ils visent, mais ça, c'est un élément précisément. Donc, c'est une manière de répondre. Vous pensez que ça va pas aller au bout de l'impeachment avec cette affaire? Pour l'instant, dans le rapport qu'il y a entre le Parti républicain et Trump, où chacun tient l'autre par la barbichette, c'est difficile pour les républicains de se débarrasser de Trump. Quoi quand tous les médias français bastonnent en disant non, pas ici sur ce plateau, mais j'entends pas. Non, en général, même en général. Personne ne dit qu'il va y avoir des destitutions demain matin. Je le lis partout, Sylvain Sipel. Je pense qu'on va un petit peu rapidement en besogne. On est loin sur le plan purement juridique des éléments nécessaires qui permettraient à la Chambre des représentants d'aller plus loin. Donc ça, c'est le premier argument, il est purement juridique. Deuxièmement, politiquement, je vous rappelle que la Chambre des représentants a une majorité et le Sénat, il y a une majorité républicaine. La question est de savoir, est-ce qu'ils vont suivre une sorte de on va l'impeachment sur un dossier vide. N'oublions pas que ce sont des élus et ils ne voudraient pas que le peuple américain les rende responsables d'une éventuelle destitution du président sur des éléments qui seraient très flous aujourd'hui. J'en ai pour 2 secondes. Mais non, prenez le temps, Karine Dégard. Le petit truc qu'on oublie de dire, c'est que la procédure d'impeachment est une procédure éminemment politique. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est le Congrès qui décide d'enclencher cette procédure-là ou pas. Et c'est pour ça qu'on est effectivement depuis tout à l'heure avec vous deux dans savoir quel rapport de force il y a entre démocrates et républicains pour savoir si c'est possible de lancer une procédure d'impeachment. Mais on ne peut pas exclure un phénomène important. En France, Fillon, tout son parti sait qu'il les amène à la catastrophe. Ils ne parviennent pas à l'empêcher de continuer, à ce qu'il se retire. Si les républicains ont l'impression que Trump les amène à la catastrophe politique, là, effectivement, ils peuvent basculer. Oui, c'est vrai. C'est ça qui peut faire basculer les républicains. C'est le sentiment que si ça continue comme ça,
on va à la catastrophe politique. Qu'est-ce qu'il ferait que les républicains considèrent que Trump les emmène à la catastrophe? Parce qu'on a tous l'impression qu'il les emmène tous à la catastrophe. Vous voyez, qu'est-ce qui peut changer? Sur la procédure qui nous occupe aujourd'hui, s'il y avait des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui et qui démontrent... Oui, mais c'est pas ce que dit Sylvain Sipel, c'est pas ce qu'il veut dire quand il dit ça, Sylvain. Ce qu'il veut dire, c'est politiquement, il fait n'importe quoi. Voilà, à l'étranger comme à l'intérieur. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Un nouveau scandale, puis un scandale supplémentaire, qu'il y ait un moment où il y a une vraie inquiétude à l'intérieur du camp. Mais après, il ne faut quand même pas oublier que, vous connaissez ça 100 fois mieux que moi, je pense, mais les Américains, et notamment l'électorat de droite, l'électorat républicain, j'ai presque envie de dire, adore Donald Trump. Enfin, je veux dire, ils l'ont élu parce qu'ils aiment ce... Toujours. Mais ils aiment ce type qui... Mais oui, bien sûr. Sylvain Sipel. Ceux qui l'ont fait élire, c'est... Pour l'instant, il y a une cote de popularité qui reste... Rien n'a changé. La force de Trump a été la capacité à amener à lui des gens qui n'avaient jamais voté. Aujourd'hui encore. Je ne sais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les sondages ne sont pas bons pour lui. Mais... Dans l'électorat républicain, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Hier, il était plutôt soutenu. Oui, mais il est minoritaire, le républicain pur. Il est minoritaire aussi. Clément Viktorovitch. Deux faits, parce qu'on parle de la procédure d'impeachment, pour rappeler simplement les faits. D'une part, à la fin de la procédure d'impeachment, pour obtenir la destitution du président des États-Unis, il faut un vote des 2/3 du Sénat américain. Un vote à la majorité qualifiée des 2/3. Alors aujourd'hui, peut-on imaginer que le Sénat américain, dans les 2/3 de ses membres, vote la destitution de Donald Trump? Ça paraît très peu probable, d'autant, et c'est le deuxième fait, qu'aucun président des États-Unis n'a été destitué par l'impeachment. Il y en a un, paraît-il, un seul. Non, il y a eu 3 procédures d'impeachment qui ont été mises en œuvre, 2 ont échoué, et la 3e, c'est celle de Richard Nixon, il avait démissionné avant lui. Qui a démissionné quand il a été sous la menace, je ne sais même pas si la procédure a été mise en œuvre, quand il a été sous la menace de l'impeachment. Donc, on fait beaucoup de foin, comme on en fait d'ailleurs dès le lendemain de l'élection de Trump. Moi, je voyais circuler sur les réseaux sociaux plein de personnes qui se demandaient comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre l'impeachment, sauf alignement des planètes, et voilà, tout à fait peu probable. Il y a a priori très peu de chances, voire aucune, que Trump soit décidé. C'est marrant parce que c'est toujours un fantasme, effectivement. Même en France, lorsque certains présidents de la République ont été élus, certains disaient il n'ira pas au bout. Il n'ira pas au bout. Et mais puis, François Hollande, enfin, je veux dire, moi, je dans le cancer exactement. on n'arrêtait pas de dire que François Hollande n'irait pas au bout de son mandat. Mais Mitterrand, en 80, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'est un fantasme du camp qui vient de perdre, qu'il dit il n'ira pas au bout. Et la vérité, c'est que les institutions dans ce type de pays sont tellement fortes qu'elles te garantissent d'aller jusqu'au bout de ton mandat. Votre analyse sur ces prochaines semaines, sur cette affaire, est-ce qu'il peut se dire des choses à huis clos qui puissent remettre en cause l'affaire? Il peut se dire, la question, moi je reviens au centre de cette affaire, ça va être, est-ce que le président a demandé plus ou moins explicitement à ce que le FBI arrête cette enquête. S'il y a des éléments que nous n'avons pas aujourd'hui, en tout état de cause, nous n'avons, en tout cas, Comey n'a pas produit d'éléments, aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a rien. Maintenant, on ne sait jamais s'il y avait des enregistrements, on a parlé d'enregistrements, comment est-ce que ces enregistrements pourraient être interprétés? Les choses pourraient très bien aller dans un sens. Aujourd'hui, c'est très peu probable, de mon point de vue. Et sur le fond de l'affaire, quel est votre sentiment? C'est une réalité ou pas? Et quelle est la mesure de cette affaire? J'ai envie de dire que lorsqu'un président dit de laisser tranquille un homme, moi je l'interpréterais de manière... Non mais ce qui s'est passé pendant la campagne, je veux dire, quelle est l'importance de cette affaire et de l'ingérence russe? Quelle est votre analyse là-dessus? Est-ce que c'est important, pas important? C'est important parce que de l'autre côté, il faut voir comment sont les Russes. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de puissances qui anciennement, que nous regardions avec beaucoup de hauteur, je pense aux Russes, je pense aux Chinois, ont bien compris qu'il y avait des moyens ou un moyen au moins à défaut de nous déstabiliser, mais d'influencer énormément nos différents choix et nos stratégies de relations internationales. Clément Viktorovitch. Peut-être un mot très court pour expliquer, parce que finalement, je crois que c'est ce que se demandent les gens, pour expliquer pourquoi cette affaire est si embarrassante aux États-Unis. Et je ne parle pas du piratage russe, parce que sur le piratage russe et les liens avec Trump, l'enquête en est qu'à ses débuts, et finalement, pour l'instant, on a très peu d'éléments. Donc, le cœur du débat aujourd'hui, c'est bien le fait que Donald Trump ait demandé à James Comey de laisser tranquille Michael Flynn. Et on pourrait se dire, bon, finalement, oui, d'accord, c'est un peu embarrassant, mais pourquoi c'est si grave? C'est si grave parce que les États-Unis ont une culture juridique de la séparation des pouvoirs qui n'est pas du tout la même que chez nous.
La séparation des pouvoirs, c'est Montesquieu de l'esprit des lois. Nous, en France, on conçoit ça comme un système de pouvoir et de contre-pouvoir. Aux États-Unis, la séparation des pouvoirs, et c'est l'un des seuls pays au monde qui le comprend comme ça, est perçue de manière extrêmement rigide, où l'exécutif, le législatif et le judiciaire ne doivent en aucun cas avoir une ingérence l'un sur l'autre. Et c'est dans le cadre de cette culture juridique que les faits qui sont reprochés à Donald Trump pour les Américains sont très embarrassants. Je ne crois pas. Moi, je crois l'inverse. Je crois que la vraie affaire, c'est l'affaire russe, parce qu'effectivement, actuellement, Trump est en train de dire, oui, mais un président, enfin les gens autour de Trump disent, un président ne peut pas être inculpé. Quoi qu'il arrive. Bon, donc il va y avoir ce débat juridique, etc. Mais le fond de l'affaire, c'est l'affaire russe. Le fond de l'affaire, c'est l'affaire russe. Et c'est là-dessus qu'il tombera ou pas. Mais c'est pour ça, c'est ce que je vous ai posé pour terminer ce débat. Mais ce n'est pas ce qui est débattu aujourd'hui. Mais forcément, mais l'affaire, c'est très difficile de la mettre en perspective et c'est pourquoi je vous ai posé ces questions. Bon, merci d'être venu ce matin. C'est toujours passionnant de vous écouter. On essaye d'être pédago, de se poser vraiment les questions que les gens se posent. Et sur l'affaire au moins technique, juridique, ce que je comprends ce matin, c'est que c'est pas beaucoup de bruit pour rien, mais en fait, il n'y aura pas beaucoup de conséquences à ce qu'on a vu pour le moment. Pour le moment. Non, mais il faut bien synthétiser notre débat. Il faut le synthétiser notre débat parce que, voilà, j'entends pas ça partout. Merci. Merci. Et la fausse poursuit sur CNews. Merci à vous.